Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans le 13h de ce 26 janvier 2020. Hier, samedi, le ministre des Transports, Amadou Koné, et les chefs de communauté et de quartier d'Adjofou se sont rencontrés et ont parlé de la zone de déguerpissement autour de l'aéroport d'Abidjan. Au nom du gouvernement, le ministre a évoqué la question de sécurisation de l'espace concerné et les mesures de relocalisation des habitants. L'assistance judiciaire est une aide financière ou juridique que l'État accorde aux justiciables dont les revenus sont insuffisants pour accéder à la justice. Comment fonctionne cette pratique en Côte d'Ivoire? Les populations en connaissent-elles l'existence? Une structure allemande tente de répondre à ces questions à travers une étude terrain. En Chine, un premier malade est décédé des suites du coronavirus à Shanghai. La maladie sort donc de son foyer, d'abord localisé dans la ville de Wuhan, où les premiers cas ont été signalés en décembre. Le bilan des victimes du coronavirus est de 56 victimes, 56 morts donc et plus de 2000 personnes malades. Nous en parlerons dans une demi-heure environ. Nous vous annoncions M. Michael Boko, le PCA de la MUPEMENETSI, comme invité du magazine du dimanche. Mais changement de dernière heure, nous allons plutôt recevoir le directeur général de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique, professeur Joseph Beignet-Bivreau. Pourquoi? Parce que hier samedi, le ministère de la Santé a été alerté par les autorités aéroportuaires d'Abidjan de la présence d'un malade en provenance de Pékin en Chine. Il y a donc suspicion d'un cas de pneumonie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Nous en parlerons pendant un quart d'heure après ce journal. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Hamza Je vous dis Diaby. donc à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure dans 30 Merci minutes. beaucoup. Le déguerpissement de la zone aéroportuaire au quartier Adjofou de Port-Boué se poursuit. Il va se faire en deux phases. La première est donc en cours. Elle concerne la couronne nord de l'aéroport et la deuxième étape se fera au début du mois de mars. Le gouvernement reste sensible quant à la situation. Le ministre des Transports a tenu à échanger avec les chefs de communauté de la zone déguerpie pour parler principalement relocalisation. Après le lancement de l'opération de sécurisation de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le ministre des Transports échange avec les chefs communautaires, les chefs de quartier et les autorités municipales de la commune de Port-Boué. Au centre des échanges, les différentes phases de déguerpissement. La première phase, qui a débuté le lundi dernier, concerne la couronne nord, plus précisément le secteur Aérocanal, une zone moins habitée, et la seconde, la partie sud et est de l'aéroport. Ils ont souhaité un certain nombre de mesures d'accompagnement qui sont à l'examen, pour lesquelles on donnera des réponses la semaine prochaine, mais nous sommes ouverts donc, à toute mesure qui pourra faciliter donc, le déplacement donc, des populations de ces zones-là qui sont des zones à risque donc, pour notre aéroport, pour notre sécurité à tous. Ce que nous cherchons à faire, c'est de réaliser une opération qui ait le moins d'impact possible sur la grande majorité de la population. Au total, c'est 200 mètres qui seront libérés pour assurer la sécurité de la zone aéroportuaire, 50 mètres pour la première phase et 150 mètres pour la dernière phase qui va débuter dans le mois de mars, ce qui laisse plus de 45 jours aux populations des zones occupées pour se relocaliser. Le ministre a demandé qu'il faut qu'on fasse une ceinture autour de l'aéroport, c'est-à-dire prendre un périmètre de 50 mètres pour que l'aéroport soit sécurisé. À ce que je sache, mes propres yeux, je n'ai vu aucune machine qui a pu raser une maison. Ça, je n'ai pas encore vu. On parle de la route de Bassam, c'est-à-dire en prenant la clôture de la route de Bassam jusqu'à Nani-Gonzac. Vous allez quitter ici tout à l'heure, quand vous allez partir, vous ne verrez pas qu'il y a des maisons qui ont été rasées. Cette disposition sécuritaire de l'aéroport est suivie d'accompagnement pour la relocalisation des populations. Il est bon de rappeler que sur 3500 hectares de l'espace aéroportuaire occupé illégalement par les populations, les 200 mètres que tente de récupérer l'aéroport représentent seulement 5,6% de la superficie, selon le ministre des Transports. Ce déguerpissement fait suite au décès tragique d'un élève de 14 ans qui, après avoir escaladé la clôture de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, s'est caché dans le train d'atterrissage d'un avion
en partance pour la France. Le corps de Laurent Barthélémy à Niguibaï sera bientôt rapatrié et remis à sa famille. C'est l'information que le ministre Amadou Koné a donnée hier aux parents du défunt, en présence de nos reporters Davis Oyo et Franck Quadio. Assis, le visage fermé et attristé, les parents de l'adolescent de 14 ans retrouvés sans vie dans le train d'atterrissage du Boeing 777 sont face au ministre des Transports. Une rencontre initiée par Amadou Koné pour informer la famille et pleurer sur les dispositions prises par le gouvernement pour le rapatriement de la dépouille le plus vite possible. Des actions menées de concert avec les services de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France en vue de permettre à la famille Annie de faire son deuil. La famille du défunt, le jeune Laurent Barthélémy Annie, a exprimé sa gratitude au gouvernement pour les démarches entreprises. Nous, ce que nous demandions, c'est de rentrer en possession de la dépouille mortelle. Je crois que ça sera chose faite. Et une fois que le deuil de notre petit est fait, la suite, ce n'est pas nous, c'est probablement la justice et puis bon, tout le reste. Mais humainement, il faut dire merci à M. le ministre qui nous a reçus et qui nous a apaisés par des paroles de quelqu'un qui a ressenti la chose au même titre que les membres de la famille. Par ailleurs, le ministre des Transports, Amadou Koné, a rappelé que les enquêtes sont toujours en cours pour situer les responsabilités sur le décès du jeune homme. Dans la région de la Maraoué, l'actualité, c'est la cohésion sociale et la cohabitation pacifique entre les différentes populations. Il en a été encore question à l'occasion de l'installation officielle du chef central des Senufo de la Maraoué. Le secrétaire d'État au renforcement des capacités, Epiphane Zorobi, et le ministre Issa Coulibaly, qui représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ont tous les deux salué cet exemple d'intégration réussie. Le reportage de Soro Corona. Chaud échange entre le peuple gourou, Yakuba, Peul, Koyaka et les Senufo. Les premiers cités s'opposent à l'intronisation du chef central de la communauté Senufo de la région de la Maraoué. Un Senufo qui vient être chef, mais avant de s'asseoir, il faut qu'il ait l'accord des gourous, des Yakuba et des autres peuples alliés. Mais c'est ce qui n'a pas été fait. Des scènes pour mettre en évidence les alliances interethniques, socle de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Les communautés finissent par s'entendre. Timoko Coulibaly est désormais le chef de tous les Senufo des régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué résidant dans la région de la Maraoué. Moi, je dois chercher cohésion entre nous, avec le Goro, avec le Yowara, avec la Yaou, avec le Baoulé. Ça, c'est forcé, je dois chercher ça. Le secrétaire d'État au renforcement des capacités, Epiphane Zorobi, fils de la Maraoué, exhorte les populations à faire de la cohésion sociale une priorité. En termes d'intégration, en termes de cohésion, la Maraoué est un modèle. Jamais on n'a entendu parler de conflits interethniques, conflits entre les communautés au niveau de la région de la Maraoué. Le représentant du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, a salué la volonté des populations de la Maraoué de travailler pour maintenir un climat de paix et de stabilité dans la région. Le ministre Issa Coulibaly a demandé la promotion du vivre ensemble. Continuez à donner ce bel exemple de cohésion et d'unité nationale. Oui, c'est cela qui vaut au président de la République son entraînement politique. Faire en sorte que l'Ivoirien et les Ivoiriens de tous bords s'acceptent mutuellement. Le nouveau chef central a été invité à être à l'écoute de sa communauté. La médiation, la négociation, ce n'est pas qu'une affaire d'hommes, les femmes aussi s'y mettent. La 4e promotion des médiateurs et négociateurs professionnels vient de sortir et 8 femmes en font partie. Elles ont été distinguées recevant donc leur diplôme de fin de formation. Reportage Maïssa Nogo dans un commentaire de Régis Kofi. Elles font leur rentrée dans le milieu de la médiation après 8 mois de formation, issues de la 4e promotion. Sur 12 personnes inscrites, 7 ont achevé la formation et la 8e est issue de la promotion précédente. Le premier magistrat de la commune de Cocody a félicité les nouveaux diplômés. Le président de la SCAD
Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et diaspora africaine, a lui aussi adressé ses félicitations à la 4e promotion baptisée Cheikh Yacouba Sylla, la première responsable de l'école professionnelle de la médiation et de la négociation, a promis former ces acteurs de paix qui seront dans tous les secteurs d'activité. Nous avons des professionnels qui ont des compétences aujourd'hui pour accompagner tout ce qui concerne la cohésion sociale, l'entente sociale, et tout cela relève d'une expertise. Une passation de flambeau a eu lieu entre la promotion précédente et la nouvelle. Venue apporter son soutien à ses filleuls, Femmes Entourées les a exhortés à appliquer la méthode et à s'inspirer de la vie de Cheikh Yacouba Sylla, grand homme de la médiation. Chers filleuls, votre mission à la suite de l'excellente formation que vous venez de recevoir sera sans nul doute d'impacter positivement le dynamisme économique pour lui donner un visage humain ou humaniste. Désormais médiatrice professionnelle, cette dame se dit heureuse. Un sentiment de soulagement, mais surtout un sentiment de joie, de fierté, parce que la 4e promotion porte le nom de Cheikh Yacouba Sylla, qui est un médiateur certain. Et nous savons que nous pourrons être des actrices de la paix en Côte d'Ivoire. Une prière collective dirigée par la communauté Cheikh Yacouba Sylla a mis fin à cette cérémonie. Notons que la Côte d'Ivoire compte à ce jour 58 médiateurs professionnels. L'assistance judiciaire, vous connaissez peut-être. C'est un système qui permet à certaines personnes de ne pas payer certains frais de la procédure en justice, notamment les frais d'enregistrement, les frais d'envoi, d'intervention d'un huissier de justice, d'expertise et j'en passe. La pratique fonctionne-t-elle comme il faut ? La cible est elle-même informée de son existence. Une structure allemande a voulu en avoir le cœur net. Elle a prévu une descente sur le terrain afin de mener des études. Sidonie Davila. Savez-vous qu'il est possible de porter une affaire devant les juridictions sans avoir à en supporter les frais grâce à un mécanisme dénommé assistance judiciaire? Il s'agit de la possibilité donnée aux populations qui n'ont pas les moyens de saisir les juridictions et l'État paye à leur place les frais de justice. Le premier test portant sur l'assistance judiciaire existe depuis 1972 en Côte d'Ivoire. Ce mécanisme, qui est peu connu des populations, fait aujourd'hui l'objet d'un atelier dans le cadre de sa vulgarisation. L'État, avec l'appui du GIZ, qui est une structure allemande, ont décidé de faire une évaluation pour voir si l'assistance judiciaire fonctionne bien. Est-ce que les populations sont informées? Est-ce que les organes mis en place pour recevoir les personnes qui n'ont pas les moyens, pour les aider à accomplir les procédures devant les juridictions et obtenir satisfaction, arrivent à le faire ou bien ne sont pas informés? Voilà autant de questions qui se posent. L'objectif de cet atelier est d'établir un cadre d'échange et de collaboration entre tous les acteurs. C'est vrai qu'on fait des constats, mais on n'a pas toujours les données pour adresser des plaidoyers, pour adresser des recommandations. Et cette étude qui est lancée est la bienvenue pour pouvoir avoir des données fiables et à partir desquelles nous allons pouvoir travailler. Nous, notre apport, ça a été de travailler sur les difficultés qui sont celles des justiciables pour accéder de manière aisée au service judiciaire, à la justice de manière générale, et surtout de voir ensemble comment on peut améliorer l'accessibilité des justiciables aux tribunaux. En Côte d'Ivoire, celui qui veut bénéficier d'une assistance judiciaire doit prouver qu'il n'a pas les moyens avant d'adresser un courrier au tribunal. C'était un reportage de Sidonie Davila du service politique de la rédaction. Je vous amène à Bingerville, la deuxième capitale de Côte d'Ivoire. Sur place, il y a un jardin botanique que je vous invite à connaître, à visiter pour bénéficier de ce qu'il peut offrir comme beauté et bien-être. C'est d'ailleurs le lieu qu'a choisi le ministre des Eaux et Forêts pour une rencontre avec l'ensemble du personnel des entités sous tutelle. Ils ont fait le bilan de 2019 avant de dégager les perspectives pour 2020. Astou Touré y était pour RTI. Des centaines de véhicules et de motos, adoption du nouveau code forestier, amélioration des conditions de travail des agents, plus de 8 millions d'arbres plantés, voici les acquis du ministère des Eaux et Forêts pour l'année 2019. Des informations partagées au cours d'une rencontre entre le ministre des Eaux et Forêts, Alain Donwayi, et ses agents. Tous les services ont été équipés. Nous avons remis plus de 200 véhicules à toutes les unités opérationnelles, donc toutes les unités déconcentrées sur le terrain. Nous avons remis 500 motos
Également, nous avons remis du matériel militaire et nous avons équipé en fourniture de bureaux, matériel informatique, tous les services. Et ce processus qui a commencé depuis 2018 se poursuit afin que toutes les unités opérationnelles, de la plus petite jusqu'à la plus grande, soient effectivement équipées. Faisant le point de l'opération Un jour, 1 million d'arbres, le ministre des Eaux et Forêts soutient que cette opération a connu un franc succès avec plus d'1,2 million arbres plantés. Pour 2020, Alain Richard Dombailly entend aller plus loin. Nous avons un nouveau code forestier pour lequel nous avons pu élaborer des textes d'application qui sont passés également au niveau du Conseil des ministres avant la fin de l'année. Le reboisement et la reforestation en Côte d'Ivoire est une chose bien comprise de nos populations, de la société civile, des organisations nationales et internationales, des amis de la Côte d'Ivoire, notamment des industriels du chocolat qui nous aident fortement à faire en sorte que le cacao ne détruise plus la forêt. Donc je pense que ça a été une année positive. Également au menu de cette rencontre bilan, la récompense de certains agents qui ont reçu des distinctions pour avoir fait preuve de probité et de dévouement au travail. Tout autre chose à présent, le système de télécommunications numériques terrestres, la TNT, gagne progressivement du terrain et bientôt tout le territoire ivoirien sera couvert. Après Abidjan et Bouaké, voilà que Korogo vient de se connecter à ce système de diffusion d'images et de son de qualité numérique. Cette semaine, Sidi Touré, le ministre de la Communication, y a procédé au lancement officiel de la TNT. Les précisions de Charles Tatou, notre confrère de RTI Bouaké. Basculement de la Côte d'Ivoire au nouveau système de la télévision numérique terrestre. Les choses bougent sur le terrain. Après Abidjan et Bouaké, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, et les responsables de la société ivoirienne de télédiffusion en pleine campagne dans le Poro. Un téléviseur, un décodeur et une antenne UHF. Voilà les équipements appropriés. Seule condition pour recevoir gratuitement les images de la télévision numérique. Cette gratuité répond au programme social du gouvernement initié par le chef de l'État Alassane Ouattara. Ici à Korogo, l'intérêt de cette gratuité a été bien perçu. Il fallait relever ces défis. Et je pense que ce défi aujourd'hui est relevé, ne serait-ce que voir toute la population est sortie. Nous avons travaillé avec les chefs de quartier, avec tous les responsables administratifs. Le préfet a lancé un mot d'ordre à toute la population. Rien qu'à avoir une petite antenne et que d'ici février, ils vont avoir 7 télévisions gratuitement. Ils se sont dit, voilà une occasion pour nous de garder au moins chaque fois 5 000 francs par mois dans la poche. Mobilisation exceptionnelle pour le lancement officiel de la TNT avec la présence massive des représentants de toutes les couches sociales de la ville. Occasion donc pour le maire et le représentant du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de saluer cette mobilisation. L'État s'attelle à mobiliser tous les financements nécessaires à l'achèvement du projet TNT à travers tout le pays pour vous permettre de bénéficier de tous les avantages de la télévision numérique terrestre. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Temoko Touré, lui est revenu sur tous les avantages de la TNT. Nous invitons les populations de Korogo, mais les populations surtout au niveau national, de faire le pas qualitatif vers la TNT qui leur offre l'opportunité d'une diffusion de qualité numérique, sans interruption, quelles que soient les intempéries, mais surtout la gratuité de tous les différents programmes. Avec ce nouveau centre émetteur, Korogo et les autres villes environnantes, notamment Napié, Silimatiali, Ferke et Dikodougou, sont désormais connectés à la TNT. Avec cet avènement de la TNT, la RTI ouvre ses bras encore plus grands avec une 3e chaîne, RTI 3, que vous découvrirez dès le mois de février. La RTI, vous le savez, ce sont des agents dévoués qui vous distraient, vous éduquent et vous informent au quotidien avec des journalistes de grande qualité. En témoigne la razzia du groupe le samedi dernier lors de la 21e soirée des Ébonies. À plus d'une dizaine de prix raflés, fierté de la direction générale qui récompense ses héros. La radio-télévision ivoirienne RTI honore ses héros. Gorebi Irie Eric, prix spécial de la première dame dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants. Adama Bakayoko de Radio Côte d'Ivoire, meilleur journaliste contre l'immigration clandestine,
Hamza Diaby, meilleur présentateur du JT, Sissoko Aminata, meilleur journaliste en agro-industrie et prix Diego Bailly de la meilleure enquête, Soro Yafolo Sita Ebony Radio et prix spécial du meilleur reportage radio et le super Ebony Serge Kolia. Ebony Télé, prix sectoriel de la meilleure interview, prix spécial de la promotion des droits de l'homme. Ces journalistes de la RTI primés lors de la 21e édition du prix Ebony, le samedi 18 janvier dernier, cérémonie de distinction dans le domaine du journalisme. Après l'effort, le réconfort, des numéraires, des smartphones, des postes à téléviseurs, la célébration du travail abattu. Nous dirons tout simplement que c'est le travail de longue haleine qui a payé avec l'encadrement de nos directeurs, l'encadrement de nos chefs, l'encadrement de tous ceux qui constituent donc la cheville ouvrière du journal télévisé. Aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à des sommités de la RTI, Dambélé Fosseri, le directeur général, Abiba Dambélé, la directrice des journaux d'information et le directeur des magazines, Kone Lanciné. Pour le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, cette action hommage a une signification particulière. Honneur à vous, Serge Kolia, Soro Sita, Eric Goré, Ami Sissoko, Hamza Diaby, Bakayoko, pour le chemin que vous continuez à ouvrir pour toutes les générations et surtout les générations présentes et à venir. Oui, avec ce prix, vous démontrez, je l'ai dit tantôt, que notre maison regorge de journalistes travailleurs, de journalistes talentueux, de journalistes qui vont sur le terrain et qui donnent le meilleur. Nous sommes très heureux. Heureux d'abord pour les lauréats et aussi heureux pour notre maison qui a été honorée par ses agents. Nous savons tous que la concurrence est là et elle sera rude. Je crois qu'avec toutes ces distinctions, les agents de la RTI ont prouvé qu'en matière de ressources humaines, nous avons des hommes et des femmes de talent. Des journalistes exhortés à cultiver l'effort de façon constante. Le représentant du ministre de la Communication et des Médias a soutenu l'initiative des responsables de la RTI. Nous les encourageons à maintenir le cap, à être sur le piédestal où ils ont été placés par leurs semblables, je vais dire les journalistes, membres du jury. Nous les encourageons à y rester toute leur vie professionnelle, qu'ils n'ont pas le droit maintenant, qu'ils sont reconnus comme étant les meilleurs, ils n'ont pas le droit de faillir. Marie-Laure Ngouran, présidente du comité d'organisation de la 21e édition de la soirée des Ebony, a représenté le bureau de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, à cette cérémonie hommage. Et c'est sur des coups, on continuera d'en donner aux concurrents. Ils peuvent donc s'y préparer. Ce sont les coups de la vie. Les coups de la vie, Ansata Ouattara en parle justement dans une œuvre à succès avec laquelle l'écrivaine a décidé de faire une tournée dans plusieurs villes du pays, un moyen pour elle de se rapprocher de ses lecteurs. C'est la 4e édition et le thème cette fois, c'est l'utilisation efficace des réseaux sociaux. Kader Sokodogo l'a suivi dans cette tournée, sans compte rendu. Salle des fêtes de la mairie d'Odéni. Ce beau monde passionné de littérature pour ouvrir officiellement la 4e édition des Coups de la vie tour. Une initiative de Ansata Ouattara, écrivaine. Pour cette 4e édition, un thème d'actualité, l'utilisation efficiente des réseaux sociaux. D'Odéné à Bondoukou, en passant par Korogo et Fekessédougou, élèves, étudiants, travailleurs et tous les passionnés de lecture ont écouté avec intérêt l'écrivaine qui a su faire passer son message. En fait, nous avons organisé la caravane Les Coups de la Vie Tour pour permettre aux populations de l'intérieur du pays d'avoir accès à nous. Parce qu'il faut dire qu'on mène beaucoup d'actions à Abidjan, mais nos lecteurs de l'intérieur du pays avaient commencé à se plaindre du fait qu'ils n'avaient pas accès à nous. Donc c'est ainsi qu'on a initié la caravane Les Coups de la Vie Tour. Une joie pour les populations de ces différentes villes de communier avec leur écrivaine. Merci aux deux écrivaines. J'ai appris beaucoup sur la lecture. Elles nous ont montré l'importance de la lecture. Elles nous ont donné beaucoup de conseils pour devenir comme elles. C'est important quand ils viennent vers les élèves
vers la population pour rapprocher davantage le livre de la population. Les nouvelles œuvres d'Anzata Ouattara sorties en 2019, à savoir Un rêve presque impossible et Faire là, où les derniers maillons de la chaîne ont eu du succès durant cette tournée qui a bénéficié du soutien du ministère de la Culture et de la Francophonie, de Côte d'Ivoire Tourisme et du groupe RTI. Anzata Ouattara avait à ses côtés Aminata Kone Sissé, qui fait son début dans le domaine de la littérature. Elle est à son premier bouquin. Et c'est reparti pour Miss Côte d'Ivoire. Qui succédera à Tara Gueye, la plus belle de Côte d'Ivoire pour l'année 2019? Il faudra attendre le 6 juin prochain pour le savoir. La 24e édition a été lancée cette semaine et 12 villes du pays ont été retenues pour abriter les phases de présélection prévues du 15 février au 2 mai prochain. On en sait plus avec Issa Yeo. Et revoilà le concours Miss Côte d'Ivoire, édition 2020. Pendant 4 mois, 12 villes vont accueillir le comité Miss Côte d'Ivoire, comme ici, pour les phases de présélection les plus belles filles du pays. Pour cette 24e édition, qui coïncide avec les 25 ans du comité, des innovations sont annoncées. Depuis 24 ans, c'est la première année que nous ferons payer les candidates. Elles seront amenées à payer une participation de 20 000 francs. Ces 20 000 francs ne seront pris que si elles sont retenues parmi les 12 candidates. Et le deuxième, c'est que nous avons constaté qu'à l'international, les candidates qui viennent des autres pays ont 25 ans, 26 ans et 27 ans même. Donc cette année, nous avons amené 1 an de plus. Donc la fille maintenant, la jeune candidate qui viendra se présenter à Miss Côte d'Ivoire pourra avoir 25 ans. Pour le président du comité, le concours Miss, au-delà de la mise en valeur du plastique, vise à promouvoir la cohésion et la paix. Il est évident que notre travail, nous, c'est cette cohésion, c'est la paix, c'est la joie de vivre. Et notre travail, je pense, est de rester dans ce domaine-là. Et je pense que nous allons le faire. Le représentant du ministre Maurice Kwaku Bandama assure les membres du comité du soutien du ministère de la Culture et de la Francophonie. Les Miss, en réalité, assurent la promotion de notre patrimoine culturel et touristique. Et en la matière, le rôle du ministère de la Culture et de la Francophonie, c'est sur le plan institutionnel de soutenir et d'accompagner le comité. Les phases de présélection sont prévues du 15 février au 2 mai 2020. Quant à la finale, elle aura lieu le 6 juin au Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody. Janvier 2018, janvier 2020, voilà 2 ans que le Centre national d'oncologie et de radiothérapie Alassane Ouattara existe. C'est un anniversaire qui est mis à profit pour davantage faire connaître la maladie aux personnes touchées par le cancer et leurs proches. En 2 ans d'existence, donc, le centre a réalisé 4242 cures de chimiothérapie. Walter Amadou Ouattara. Le premier service de radiothérapie de Côte d'Ivoire se trouve au Centre national d'oncologie et de radiothérapie Alassane Ouattara, mitoyen au CHU de Cocody. En 2 années d'existence, ce centre a effectué environ 8700 consultations, plus de 4200 cures de chimiothérapie et 23 000 examens de laboratoire. Le plateau technique avancé et l'humanisation des soins par un personnel soignant attentif, autant d'atouts qui rassure les patients. Ces malades du cancer avaient des appréhensions avant leur prise de contact avec ce centre. Parce que ce qu'on disait dans le monde, que le cancer tue. Donc dès que j'ai découvert la maladie, en tout cas j'étais vraiment abattue. Quand je suis arrivée ici, ils m'ont bien reçu, ils m'ont dit que la vie ne s'arrête pas là, ici. Eux, on me promet qu'il y a l'espoir de vivre. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et merci au président de la République pour tous ses efforts, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Grâce à lui, aujourd'hui, on a ce centre-là pour se traiter. Le centre est très bien équipé, très ouvert et c'est la première fois que je vois un centre aussi propre, aussi bien équipé et surtout avec une prise en charge pour ceux qui viennent ici, abordable pour tout patient. Ma question au professeur, c'est est-ce qu'il était possible d'intégrer le centre, même si on a commencé le traitement ailleurs. Il a bien dit oui, qu'il était possible. Il faut voir mon médecin traitant qui va envoyer un rapport médical et le centre me prendra en charge.
C'est à juste titre que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique initie le vendredi de l'information du CNRAO. Une action qui vise à permettre aux personnes touchées par le cancer et leurs proches de ne plus être dans l'ignorance de la maladie et de mieux comprendre le parcours des soins. Il est possible, avec le soutien de toutes les autorités au plus haut niveau, comme on l'a eu, d'innover dans le public, de pouvoir tenir compte des préoccupations d'ordre esthétique, parce qu'aujourd'hui, nous avons une cabine d'esthétique entièrement équipée, comme si on était en ville, uniquement destinée aux personnes touchées par le cancer. Il est possible d'innover, de faire de la gymnastique, de faire de la natation, alors qu'on travaille dans un hôpital public, et tout ça destiné à des patients, parce que la science a démontré que ça leur apporte quelque chose de positif dans l'évolution de leur maladie. Depuis sa création, le Centre national d'oncologie et de radiothérapie Alassane Ouattara a également enregistré 70 patients venus pour leurs soins d'autres pays d'Afrique, d'Europe et des Amériques. Si en Côte d'Ivoire, le centre d'oncologie redonne le sourire aux malades, en Chine, l'inquiétude gagne du terrain. La situation est grave, l'épidémie s'accélère. Un premier malade est décédé des suites du coronavirus à Shanghai. La maladie sort de son foyer, d'abord localisé dans la ville de Wuhan, où les premiers cas ont été signalés en décembre. Le bilan des victimes du coronavirus est de 56 morts et plus de 2000 personnes malades. À l'heure actuelle, 40 personnes sont porteuses du virus et 70 sont en observation à Shanghai, la ville la plus peuplée du pays, qui plus est capitale économique. Cela risque de faire monter l'anxiété parmi la population. Et c'est la transition parfaite pour parler magazine du dimanche. Notre invité est le directeur général de l'Institut national d'hygiène publique, professeur Joseph Beignet-Bivreau, en lieu et place de Michael Boko, le PCA de Mupé-Menetsi, que nous avions annoncé et que nous retrouverons ce soir dans le 20h. Actualité sanitaire oblige. À propos du coronavirus, il y a suspicion d'un cas à Abidjan. Professeur, avant tout propos, je vous invite à suivre cet élément vidéo. 830 cas, dont 26 morts, c'est le bilan de l'épidémie causée par le nouveau coronavirus, appelé 2019 nCoV, qui fait de nombreuses victimes en Asie, notamment en Chine, où il a été détecté. Bien que l'Organisation mondiale de la santé ait renoncé à déclarer une urgence internationale, les pays voisins, proches ou lointains, sont en alerte. La Côte d'Ivoire vient de prendre des mesures préventives. Ce virus, signalé le 12 décembre 2019 dans le marché aux fruits de mer à Wuhan, en Chine, se transmet par voie respiratoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sensibilise les populations sur les mesures à observer. Le 143, c'est le numéro vert mis en place pour répondre aux préoccupations des populations. Professeur Beignet, un cas, suspicion donc d'un cas de pneumonie à coronavirus. De quoi il s'agit ? Alors, merci pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de ce problème et surtout la promptitude avec laquelle vous agissez chaque fois que nous vous sollicitons pour les urgences de santé publique. Alors, de quoi il s'agit ? Il s'agit du fait que le 25, le samedi, les autorités aéroportuaires ont alerté le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de ce qu'au sein d'un aéronef de la compagnie Turkish Airlines, il se trouvait une malade. Une patiente qui venait de Pékin en direction d'Abidjan. Et devant une telle situation, automatiquement, le ministère a déroulé toute la démarche. Mais il faut dire que c'est une patiente qui est ivoirienne, qui réside en Chine depuis 5 ans et qui a présenté depuis le 22 janvier des signes d'un syndrome grippal. Donc, notamment des éternuements, une toux et puis des difficultés respiratoires. Et en pareille circonstance, la personne arrive et dès qu'elle arrive, automatiquement, il y a une équipe multidisciplinaire qui la prend en charge, composée de l'Institut national d'hygiène publique, du service des maladies infectieuses, de l'Institut Pasteur et du service Enfin, il y a un troisième service qui la prend en charge systématiquement. Donc, nous avons récupéré cette patiente depuis l'arrivée jusqu'au niveau du centre qui est dédié à cela, le centre, la cellule pandémique qui est sise au niveau de l'aéroport,
en vue d'un diagnostic et puis surtout en vue des prélèvements qui ont été faits. Voilà un peu ce qui s'est passé. Et le troisième service qu'il a pris en charge, c'est le SAMU. Le SAMU, bien sûr. C'est le SAMU qui a donc transporté le malade depuis le tarmac jusqu'au niveau du centre de pandémique. Oui. C'est donc une étudiante de 34 ans, oui. qui vit à Pékin depuis 5 ans, qui étudie à Pékin. Et comment elle se porte aujourd'hui? Alors, il faut dire que, fort heureusement, en tout cas pour le moment, elle se porte bien. Nous l'avons vu ce matin, elle se porte bien, la situation est stable et nous attendons avec beaucoup de patience, beaucoup d'impatience, je dirais, les résultats de ces examens de prélèvement de gorge qui a été fait par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire et qui a été acheminé depuis hier nuit. Donc nous attendons ces résultats ce matin. On ne peut donc pas encore parler de cas avérés de coronavirus ici en Côte d'Ivoire? Oui, je pense qu'il faut être tout net. Nous sommes tout nets. Il s'agit d'une suspicion. Une suspicion. Donc pour le moment, on n'a pas à s'alarmer. Il s'agit d'une suspicion jusqu'à ce que les examens nous en donnent la preuve formelle. Justement, si malheureusement les examens nous en donnent la preuve formelle, si le cas est avéré, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que les populations feront? Alors, si le cas est avéré, le malade sera pris en charge, on va le transférer dans le service de maladies infectieuses où toutes les dispositions sont prises pour le prendre en charge, pour la prendre en charge, je dirais, parce que c'est une dame, et surtout faire un traitement symptomatique. Parce que plus tôt la personne est prise en charge, et mieux sera pour l'évolution de la maladie. Donc voici un peu les dispositions qui sont prises. Mais il faut dire que il faut rassurer la population de ce que depuis 2014, à la suite de la pandémie du virus Ebola, l'État de Côte d'Ivoire a pris les dispositions pour renforcer les capacités du ministère de la Santé pour pouvoir prévenir, pour pouvoir détecter et surtout riposter en temps réel et riposter efficacement. Détecter, vous avez sorti le verbe. Pourquoi le malade n'a pas été détecté depuis qu'elle quittait donc l'étudiante qu'elle quittait Pékin? Parce que les signes, elle en donnait déjà depuis Pékin. Oui, elle donnait les signes depuis Pékin, mais le problème c'est que même si vous avez des signes, il faut que vous consultiez. Elle n'a pas consulté en ce moment-là. Et elle a pris des médicaments qui probablement ont dû atténuer les signes. Et c'est ce qui lui a permis de faire tout le circuit pour venir jusqu'ici. Oui, parce que depuis Pékin, elle est arrivée à Istanbul, où elle a marqué un arrêt de 9 heures. Oui, et après Istanbul, Cotonou, oui, Abidjan. C'est un long parcours. C'est ça. C'est ce long parcours-là. Et quand elle est arrivée, elle était vraiment fatiguée. Et bon, Dieu merci qu'aujourd'hui, elle s'en porte mieux en attendant les résultats. D'accord. Si l'étudiante est à Abidjan et qu'elle présente des signes, ça veut dire que ses voisins, les autres passagers dans l'avion, pourraient aussi présenter des signes. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous les recherchez? Est-ce qu'ils seront aussi mis en isolement? Ils seront examinés, par exemple? Oui, justement, c'est la démarche. Nous avons appliqué toute la démarche que l'aéroport applique en pareille circonstance, en cas d'urgence. Nous sommes arrivés, les équipes sont arrivées. Les équipes ont systématiquement recensé tous les passagers de l'aéronef. Aussi bien les nouveaux, aussi bien ceux qui viennent d'arriver, ceux qui venaient de Cotonou et ceux qui continuaient, de même que ceux qui descendaient. Donc nous avons répertorié tout le monde. À l'heure où je vous parle, nous savons où se trouve chacun, nous avons les numéros de téléphone et à tout moment, nous pouvons les appeler. Nous avons même intérêt à les appeler. Nous allons les appeler pendant une période de 15 jours. Parce que la période d'incubation, c'est 15 jours. Nous allons les suivre de près, de telle sorte que s'il y a un qui présente des signes alarmants, des signes de suspicion, automatiquement, nous allons le mettre en isolement comme il est recommandé de le faire. Et il faut dire que de tous les continents, il n'y a que l'Afrique qui est pour le moment épargnée. Oui, pour une fois, c'est l'Afrique pour le moment qui est épargnée. Tous les 4 continents sont déjà atteints. Donc l'Afrique est épargnée et nous avons tout intérêt à maintenir ce taux de non-violabilité, je dirais. Et est-ce qu'il y a une connexion entre vos différents ministères de santé, par exemple, de tous les pays africains, pour que justement le rideau de fer soit descendu pour empêcher ce virus de franchir nos portes? Oui, il y a déjà ce qu'on appelle le Africa CDC, qui est la structure qui s'occupe des urgences au niveau africain, mais il y a surtout dans la sous-région
l'Organisation ouest-africaine de la santé. Avec tous les pays de la CEDEAO, nous échangeons régulièrement de telle sorte que nous harmonisons nos différentes positions et nous faisons circuler l'information pour pouvoir, à l'occasion des réunions ou bien à l'occasion des réunions transfrontalières, nous harmonisons nos positions et nous faisons véhiculer l'information au quotidien. Professeur Beignet Bivro, cette maladie à coronavirus, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, cette maladie à coronavirus, c'est une maladie virale. C'est une maladie virale qui est due à un virus de type coronavirus. Mais pour le moment, on n'a pas encore de précision. Et il faut dire que c'est un virus qui est assez cousin, on dira, de la maladie du SRAS, qui est survenue en Chine justement en 2003 et qui avait fait près de 700 morts. Et qui est aussi proche du MERS-CoV, qui est survenu en 2012 en Arabie Saoudite. Donc, pour le moment, c'est vraiment... Et elle sort d'où? Bon, des hypothèses sont évoquées. Des hypothèses sont évoquées. Il se trouve que toutes ces personnes, tous ces malades, en tout cas pour la plupart, sont passés dans un grand marché où on vendait des fruits de mer. À Wuhan, à en Wuhan, Chine. voilà, à Wuhan, et des animaux. Donc, des hypothèses, on va de supputation en supputation. Pour le moment, c'est évoqué que ça peut être des animaux. Une chose est certaine, c'est que c'est une maladie qui se transmet d'animal à l'homme, mais qui se transmet aussi entre hommes, d'homme à homme. Donc, du fait qu'elle passe d'animal à l'homme, on l'appelle grosso modo une zoonose. N'est-ce pas peut-être un virus qui a muté, par exemple? C'est sûr, elle a une capacité de mutation. Le fait qu'elle soit arrivée sur l'homme, ça a probablement pu permettre qu'elle se mute. Et il faut dire qu'il y a 3 groupes de chercheurs qui sont justement en train de traquer ces virus-là. Nous espérons que dans les jours à venir, on sera plus situé. Mais malheureusement, il n'y a pas de vaccin pour l'instant. Et le vaccin, il ne faut pas l'espérer d'ici avant quelques années. Oui, avant 2 ans. Donc, avant 2 ans. Est-ce à dire qu'on doit craindre de subir cette maladie jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin? Non, je pense que elle peut être éradiquée avant. Oui, elle peut être éradiquée si les précautions sont prises. D'accord. Et justement, les précautions, c'est les précautions que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sont en train de prendre, oui. Oui. Et c'est quoi la dangerosité de cette maladie? C'est quoi la létalité, par exemple? Il y a 56 morts en Chine sur 2000 cas. C'est pratiquement négligeable, à peu près 4%. Ça paraît négligeable, mais c'est une maladie qui est imprévisible. Vous voyez, c'est une maladie qui est imprévisible. Comme elle a la capacité, le virus a la capacité de muter, on ne sait pas à quel moment ça peut s'aggraver. Mais c'est une maladie qui est potentiellement grave. Mais si on la compare, par exemple, au SRAS, on se rend compte que sa dangerosité est quand même moins faible, est plus faible quand même que le SRAS. Mais on ne sait jamais. Vous avez dit que la maladie se transmet d'animaux, des animaux aux hommes et entre les hommes eux-mêmes. Oui. Mais il faut dire que jusqu'à présent, sur tous les cas de décès ou tous les cas qui sont avérés, les enfants sont épargnés. Oui, comme par hasard, il se trouve que les enfants, pour le moment, sont épargnés. La majorité de ceux qui sont atteints, c'est les adultes. Bon, peut-être est-ce que cette maladie elle discrimine au niveau de l'âge? On n'en sait pas. Et les Ivoiriens, à Wuhan par exemple, en Chine, est-ce que quelque chose est prévu au niveau du gouvernement? Au niveau du ministère de la Santé par exemple, on y a des étudiants qui étudient sur place. Qu'est-ce qui est prévu? Alors, c'est au niveau de l'État, les dispositions sont en train d'être prises pour pouvoir déjà identifier toutes ces personnes et prendre les dispositions, soit pour les évacuer ou bien pour s'occuper de façon particulière. Surtout qu'en pareille circonstance, souvent c'est le confinement qui a été fait et qui va prévaloir. Les mesures préventives, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter cette maladie? Alors, il faut dire que cette maladie, on peut l'éviter si on prend des mesures. Comme on en a pris lors de la maladie à virus Ebola. Et c'est des mesures qui sont simples. La première des choses, continuons de nous laver les mains régulièrement à l'eau et au savon. C'est des habitudes qu'on a acquises, il faut continuer. Deuxièmement, lorsque vous avez un contact étroit avec une personne qui présente des signes de détresse respiratoire, il faut automatiquement vous laver les mains, il faut pouvoir l'éviter. Troisièmement, lorsque vous êtes dans une situation où vous avez un animal qui est mort de façon suspecte,
il faut également ne pas le toucher et puis il faut également laver ses mains. Et puis, quatrièmement, il faut respecter les mesures de tout. Quand vous devez tousser, ou bien vous êtes enrhumé que vous devez tousser, on vous recommande de tousser dans un mouchoir, de mettre un mouchoir sur le nez ou bien la bouche avant de tousser ou bien d'éternuer, ou bien si vous n'avez pas de mouchoir, éternuez au niveau du pli du coude. Vous éternuez au niveau du pli du coude et automatiquement, vous lavez les mains si vous avez utilisé le mouchoir. Et puis enfin, je dirais, devant tout signe de fièvre, de dyspnée, de tout, il faut automatiquement consulter dans le centre de santé le plus proche. Parce que plus vite on va consulter et mieux on sera en termes de guérison. Vous pouvez donner un numéro ici aussi sur ce plateau? Oui, c'est important de savoir que le numéro vert, c'est le 143. Nous sommes disponibles à répondre à toutes les questions et nous sommes vraiment à la disposition des États. Nous allons terminer le journal avec la fièvre jaune, la dengue, qui étaient déjà des défis présents pour l'INHP. Avec ce virus, vous êtes débordés, ça fait beaucoup. Les Ivoiriens peuvent rester sereins? Oui, les Ivoiriens peuvent rester sereins. Parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on a les capacités. Du point de vue diagnostique, on a des experts au niveau du service des maladies infectieuses. Du point de vue biologique, on a l'Institut Pasteur qui a une référence à la matière. Et du point de vue de prise d'urgence, on a le SAMU. Et puis, il y a l'Institut d'hygiène en termes épidémiologiques. Et tous ces éléments ensemble, et nous arrivons à travailler selon le concept One Health. Et vraiment, je pense que c'est un bon exemple. Merci. Monsieur Beignet, professeur Joseph Beignet-Bivreau, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci surtout d'avoir été si prompt. Vous êtes venu nous parler de cette suspicion d'un cas de coronavirus à Abidjan, un cas sous contrôle. Vous nous avez également rappelé les mesures de prévention. Merci encore et bonne continuation dans votre mission qui est d'assurer la sécurité sanitaire des populations. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. N'oubliez pas, vous êtes invités à garder le calme. Il n'y a pas de raison de céder à la panique. Merci de toujours nous suivre. Merci de rester sur RTI 1, la chaîne qui informe, la chaîne qui rassemble.